BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. 19h30 tout pile en ce mercredi soir. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business, à la radio, à la télé. Et vous le savez, comme chaque soir, on plonge dans l'actualité de la tech de 19h30 à 21h avec ce soir une émission exceptionnelle puisque nous allons nous consacrer à un média que vous consultez peut-être en second par rapport à BFM Business. Il s'agit de YouTube. Voilà, YouTube à l'honneur ce soir avec au sommaire de ce Tech Co, YouTube qui célèbre actuellement ses créateurs avec le YouTube Festival. On va en parler avec mon invité Justine Rist, qui est la directrice générale de YouTube France. Et sur notre plateau, on la retrouve dans un instant. Et puis, puisqu'on va parler YouTube, autant recevoir les créateurs de YouTube. Amixem, l'homme aux 9 millions d'abonnés, sera avec nous sur le plateau tout à l'heure. Vous allez voir, il va nous raconter son parcours à la fois de youtubeur, de créateur, mais aussi d'entrepreneur. Et puis un autre youtubeur intéressant, il s'agit de Gaspard G, qui lui a décidé de raconter la politique à sa façon et ça cartonne. Il nous racontera son histoire tout à l'heure. On découvrira même aussi deux youtubeurs tech, puisque la tech est aussi très importante dans l'univers de YouTube. JB de The E-Collection et Jojol seront avec nous tout à l'heure pour nous raconter leur folle aventure et puis surtout leur réussite sur YouTube. Voilà, merci d'être avec nous. Bienvenue, c'est parti pour Tech Co, la quotidienne. Tech Co, la quotidienne, les invités. Voilà, YouTube donc célébré ce soir avec nos invités. Je suis très heureux d'accueillir, je vous le disais il y a un instant, Justine Rist. Bonsoir Justine. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de YouTube France. Oui. YouTube qui aujourd'hui fait partie de... J'allais dire pratiquement de la vie de tous les Français, mais vous avez des chiffres à nous raconter et absolument. On va vous retrouver dans un instant. Et puis j'accueille aussi une dame que vous connaissez, il s'agit de Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Bonsoir Alexia, PDG de Banijay France, Love Story, Star Academy, c'est vous. Et puis Banijay, rappelons-le, qui est un groupe de production de contenu audiovisuel qui rayonne de manière mondiale aujourd'hui. On est le premier groupe en effet mondial de production et c'est un fleuron français avec un actionnariat européen, donc on est très fiers de ça. Voilà, et dans un instant, vous allez nous expliquer pourquoi Banijay s'intéresse à YouTube, parce que c'est vrai que votre métier depuis de très nombreuses années, c'est la télé. Vous êtes une femme de télé. Et bien aujourd'hui, vous êtes aussi une femme de YouTube. Mais gardez votre réponse dans un instant. Justine, commençons donc par ce YouTube Festival qui s'est déroulé hier. Oui. Qu'est-ce que c'est que le YouTube Festival déjà ? C'est un rituel que nous avons chaque année pour rassembler tous nos partenaires business, justement. Donc les annonceurs, les agences, les créateurs, les entreprises médias qui travaillent avec YouTube. Et dans ce cadre-là, on présente à la fois tous nos nouveaux chiffres, toutes nos nouveautés technologiques, et puis on fait parler celles qui font YouTube. Hier soir, comme c'était une édition spéciale 20 ans, puisqu'on célèbre 20 ans d'existence, ce qui est comme un siècle dans le numérique, nous avions sur scène Squeezie, nous avions Hugo Décrypte, nous avions LVMH, le groupe qui venait raconter comment il pense désormais comme un créateur. Voilà, donc c'était une très belle soirée. YouTube est un média à part entière aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous comparez à d'autres médias plus anciens comme la télévision ou comme d'autres médias ? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la complémentarité. YouTube, aujourd'hui, est un partenaire média de toutes les chaînes de télévision, de tous les producteurs, on va en parler tout à l'heure, de l'audiovisuel en général. On est en 2025 dans un monde où les usages sont totalement bouleversés, les publics ont tous les choix et choix pléthoriques de contenu, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un plébiscite très fort pour la plateforme. Vous savez qu'en France, on est mesuré par Médiamétrie, on a été une des premières plateformes à être mesurée par Médiamétrie, institution de référence tiers en France, et le chiffre qu'on a communiqué hier soir, c'est 43 millions de Français qui viennent chaque mois sur la plateforme, c'est 52 minutes chaque jour de YouTube consommé par toutes les tranches d'âge, donc on est devenu un partenaire du quotidien, un incontournable dans finalement le foyer et la poche de tous les Français. Ouais, donc ce chiffre est très important, les Français passe en moyenne 52 minutes par jour sur YouTube. Oui. Alors on voit que vous voulez vous froisser avec personne parce que vous dites ok, on est complémentaire de la télévision, etc. Mais vous venez un peu manger sur leur terrain parce que
je veux dire, le temps de cerveau qu'avait évoqué un ancien patron d'une grande chaîne de télévision nationale, il n'est pas extensible. Ça veut dire que 52 minutes de YouTube, c'est 52 minutes ou quelques dizaines de minutes de moins sur les médias traditionnels. Mais c'est comme ça, cela dit. En fait, nous, on n'a pas choisi ce que les utilisateurs décident de consommer, la manière dont ils les ont consommés. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on est dans des réflexes maintenant de consommation qui, encore une fois, montre qu'il y a un usage sur YouTube qui est très installé. Ici, on a des télévisions partout. La télévision, le téléviseur est désormais le deuxième écran de visionnage de YouTube en France. C'est un usage qui a augmenté de 31% en 2 ans. C'est désormais le premier écran aux États-Unis. Et ça c'est dingue, ça. Parce qu'au départ, c'était les mobiles, c'était les PC. Exactement. Enfin, c'était les petits écrans annexes. Exactement. Et on disait souvent reprochait à YouTube que c'était un média un petit peu exclusif pour une personne. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas YouTube à plusieurs. Maintenant, ce que vous dites est intéressant, c'est que c'est un média qui est diffusé sur la télé. C'est bizarre parce que je me vois en méta dans les écrans. En fait, et là j'en viens à ces ponts qu'on construit avec l'audiovisuel classique. Le correbore de ce succès de YouTube regardé sur les téléviseurs, c'est le succès des formats longs. Et en fait, quand on vient sur YouTube, je vous rappelle qu'au départ c'est un moteur de recherche. Je viens chercher du contenu, je choisis d'y consacrer du temps et je regarde vraiment. Et donc, ce succès notamment des formats longs, voire très longs sur YouTube, c'est une opportunité pour les chaînes de télévision plus classiques d'aller chercher des audiences complémentaires à ce qu'elles ont en linéaire, à ce qu'elles ont sur le numérique, public qui n'irait jamais sur les antennes, par exemple, je sais pas, de France.tv ou de TF1+, mais qui par contre sont déjà sur YouTube. Donc une stratégie d'un média classique aujourd'hui, ça doit être cette stratégie d'omniprésence, comme dirait Bruno Patino, le président d'Arte, c'est de vraiment aller à la rencontre des publics là où ils sont. Et c'est en ce sens que l'équation de contenu et de rencontre avec le public, elle est complètement différente de précédemment. Moi, je viens du monde de la télévision. J'ai commencé avec Alexia sous l'école Endemol à l'époque. Et donc, je vois bien cette tectonique des plaques, ce moment de grande turbulence pour l'audiovisuel classique qui est en train de s'opérer. Mais ce que je vois aussi, c'est que les médias ou les producteurs, et Banijé est un parfait exemple, qui prennent ce virage de l'opportunité YouTube, ouvrent en fait un nouveau monde pour faire voyager leur format, aller chercher des nouveaux talents, avoir un terrain de jeu d'innovation sans limite, chercher finalement des audiences plus jeunes, plus internationales. YouTube, c'est une scène numérique globale. Et ça, c'est formidable comme opportunité pour un média traditionnel. Et puis, c'est surtout un business incroyable, YouTube. Vous avez contribué à plus de 1 milliard d'euros au PIB de la France en 2024, ce qui est quand même énorme. 24 000 emplois équivalents temps plein en France. Oui. Alors, je vais préciser un peu ça. Là, vous faites allusion à notre rapport d'impact économique. C'est une mission qu'on confie à Oxford Economics, qui est une institution qui a l'habitude de cet exercice de rapport d'impact. Ils ont fait ceux de Visa, d'IBM. L'exercice consiste à mesurer quelle est la contribution du secteur d'activité YouTube, de la création sur YouTube en France. Et donc, dans la méthodologie, ce rapport va interroger à la fois des créateurs et des entreprises médias et va leur demander la part de leur business consacrée à YouTube. Donc, dans cette équation, on a les revenus directs que nous, on peut apporter. Je vous rappelle que YouTube, c'est un modèle économique qui est unique. On reverse plus de la moitié de notre chiffre d'affaires aux détenteurs de chaînes. Aux créateurs. Donc, je suis youtubeur. Vous êtes youtubeur. J'ai de la pub qui rentre parce qu'il y a des pré-rolls, etc. Il y a de la pub. Je toucherai 50%. Un annonceur met 100 € en campagne pub, vous allez toucher 55 €. Donc déjà, ça commence comme ça. Et que je sois un tout petit youtubeur. Alors, il y a des paliers, on va dire. Évidemment, la publicité, la monétisation sur YouTube, c'est un privilège, ça n'est pas un droit. Il faut avoir des prérequis, il faut apporter de l'audience. Et il faut avoir montré. Enfin, YouTube, c'est aussi un muscle, donc il faut du temps pour s'installer, etc. Je donne juste un chiffre. Ce modèle économique, ça représente 100 milliards de dollars reversés au global dans le monde sur les 4 dernières années. 32 milliards l'année dernière. Donc, je reviens sur notre rapport d'impact. Premier niveau de l'addition, c'est notre revenu direct. Deuxième niveau, c'est les revenus indirects
que l'activité sur YouTube permet de générer. Par exemple, je m'appelle Léna Situation, j'ai développé tout un univers de marques, de lignes de vêtements, de livres, de produits dérivés. Oui. Quand ce business, le créateur considère qu'il est directement permis grâce à mon activité première sur YouTube, grâce à l'audience que j'ai construite sur YouTube, les partenariats de marques, les partenariats avec les sponsors que je fais sur YouTube, ça vient s'additionner. Et l'un plus l'autre donne ce chiffre de 1 milliard d'euros de contribution au PIB français. Et les emplois ? Et les emplois, là je vois que vous parlez d'Amixem, vous allez recevoir Gaspard G. Gaspard, typiquement, il a monté son entreprise il y a 3 ans. Il a à la fois sa chaîne YouTube et son agence Intello qui travaille pour les marques. C'est une quarantaine d'emplois. Oui, c'est ça, Amixem, il a une quarantaine de collaborateurs. Que vous connaissez très bien, c'est pareil, c'est un peu plus d'une quarantaine, c'est 11 cartes presse. Je prends un créateur comme Squeezie, c'est une centaine de salariés, c'est sur des grosses productions, parce que maintenant les créateurs, grâce à ces financements directs, bien sûr, ont beaucoup plus de moyens pour faire des contenus indirects avec les marques, ont beaucoup plus de moyens. Certaines prods atteignent 7 chiffres. Donc moi, c'est ça que je trouve formidable. On est dans un moment... Et puis parfois sont diffusés au cinéma. Alors après, on peut parler de la circulation de ces œuvres. C'est ça qui est intéressant. Mais je voudrais juste revenir. On est dans un moment où le tissu économique a besoin d'être soutenu. On est dans un moment aussi de grandes turbulences économiques. Là, je parle d'un contexte beaucoup plus large, beaucoup plus macro. Moi, je trouve ça formidable et ça me donne beaucoup d'optimisme de voir cette nouvelle filière de la création française qui éclot, parce que derrière ces créateurs qui sont, en fait, on les voit face caméra, mais derrière eux, il y a toutes ces équipes, il y a des studios, il y a des infrastructures. Aujourd'hui, les créateurs YouTube, ce sont des patrons de TPE, ce sont des patrons de PME, ce sont des employeurs. Des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs. Voilà. Justine, vous restez avec nous parce qu'on va donner un peu la parole à Alexia Roche-Joubert. Je buvais tes paroles. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on pourrait être fiers. Bon, arrêtez, on sait que vous êtes copines toutes les deux. Commencez pas. Oui, mais on attend. Heureusement. Non, mais je comprends. Juste un mot, comment avez-vous découvert YouTube ? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit, parce que vous êtes une professionnelle de l'image, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, waouh, ce truc, c'est quand même assez fort ? Je sais que je l'ai découvert il y a quelques années avec Miss France. Ouais. Parce qu'on a une chaîne YouTube, bien sûr. Et donc, quand on me parle, quand je prends la direction de Miss France, on me parle de YouTube Miss France. Et c'est comme ça que je l'ai découvert petit à petit, à travers les propres programmes. Et donc, tu parlais de partenariat. C'est ce qu'on appelle, nous, des exploitations dérivées aussi de nos programmes premium. C'est comment faire exister la marque en dehors d'un écosystème qui est en plus, pour Miss France, particulier, puisqu'il est événementiel. Il n'y a qu'une émission par an. Donc, non, moi, déjà, merci, parce que j'ai été invitée hier pour parler sur la scène du festival. Donc je trouve ça passionnant et je pense que je l'ai toujours appréhendé avec énormément de respect parce que ma carrière est faite du fait que j'ai toujours été productrice artistique. Donc j'ai toujours été quelqu'un de créatif, quelqu'un qui était curieux, qui avait envie de mettre en forme des idées. D'inventer des concepts. Voilà, d'inventer des concepts ou de les adapter, enfin en tout cas d'être sur cette démarche-là. Et donc quand je vois tous ces créatifs, parce que maintenant je les connais, que ça soit Squeezie, Gaspard, en l'occurrence, et tout ça, je n'en reviens pas déjà de la spontanéité avec laquelle ils exercent leur métier, du professionnalisme avec lequel ils exercent, et de ce sentiment de famille. Il y a un truc qui est très particulier, qui n'existe pas dans l'audiovisuel. Alors ça, je dérive complètement du sujet. C'est que dans l'audiovisuel, on est tous à couteau tiré. Probablement aussi parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont très importants. Et donc, on est sous des airs de « on s'aime beaucoup », etc., ce qui peut arriver. On est quand même, en termes de business, extrêmement en compétition. Et alors que là, ils se sont construits tous un peu dans la chambre, chacun des uns des autres. Oui, mais il doit y avoir aussi une compétition, forcément. Non alors, quand vous êtes deux youtubeurs dans le même... On ne le sent pas trop. Moi, je trouve que c'est très préservé. Il y a vraiment un esprit... C'est pas Dora l'exploratrice. Non, mais regarde, Stopper le train de Squeezie, il a invité tous ses potes. Exactement. Alors il y a un intérêt, parce que chacun se nourrit de l'autre. Oui, parce que ça leur permet aussi de faire grossir leur communauté. Que ces youtubeurs, ils ont dans leur logiciel créatif vraiment une autre manière de réfléchir. Les frontières sont complètement ouvertes. Ils s'invitent chacun, comme tu disais, dans leur chambre, sur leur chaîne. Et en fait, tout ça, c'est très fructueux parce que ça va faire croiser ces communautés qui connaissaient l'un mais pas l'autre. Quand même ces collaborations, elles se font interpays.
C'est le cas avec Amixem et MrBeast, notamment. Amixem a été dans les finalistes de MrBeast. Il nous racontera l'histoire tout à l'heure. Mais ouais, c'est extraordinaire. Et c'est génial ce que tu dis, Alexia, parce que moi, je réfléchis souvent. Bon, je suis un peu chauvine, c'est vrai, mais quand même, je pense qu'on a le plus beau YouTube du monde. Et j'essaye de comprendre pourquoi cette création sur YouTube, elle est particulièrement de qualité. Et YouTube en France est né d'initiatives, par exemple, comme Studio Bagel, initiative à l'époque de Rodolphe Velmer, Canal+, Golden Moustache, qui était côté M6. Et c'était déjà à l'époque des collectifs de talents qui se rassemblaient ensemble pour inventer des écritures, des nouveaux formats, etc. Justine, le YouTube français est différent du YouTube américain, par exemple ? Je pense déjà... Bon, alors là, on va aller sur des trucs de culture, hein. Mais je pense qu'on a un souci de la qualité, de l'écriture, du storytelling. Moi, ce que j'adore, c'est que, et c'est peut-être une signature aussi YouTube, les créateurs qu'on a cités, par exemple Squeezie ou Lena, ils sont capables de faire des grosses prods monstrueuses à, encore une fois, des budgets de prod presque proche de la télé, comme des formats tout simples, très authentiques. Léna, avec le téléphone, avec son téléphone au réveil. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que nous, par exemple, sur la télévision, quand on adapte un format qui vient de l'étranger, que ce soit The Voice, etc., on considère toujours qu'en France, il y a un savoir-faire d'adaptation, un savoir-faire de production value qui est référencé dans le monde entier. Donc on a toujours intérêt, donc ça ne m'étonne pas, ils ont été nourris aussi à une qualité de production exceptionnelle dans la télévision française, que ce soit en fiction, en flux, etc. Et donc je pense qu'ils essaient aussi de suivre ce benchmark-là. Et ça, c'est très agréable. Donc je le disais, moi je suis très admirative de leur créativité. J'ai toujours parlé aux jeunes, j'ai toujours produit des programmes avec des jeunes, sur des jeunes, voilà, peut-être que je ne me rends pas compte de mon âge civil. Même pour les chaînes, pour la jeunesse même aussi. Mais même pour la jeunesse. Mais moi, je me sens extrêmement bien avec cette génération. Et je trouve qu'ils ont construit un écosystème, et c'est vrai que tu as contribué à les mettre en avant, à les aider, à tout ça. Et que nous, il faut qu'on arrive avec beaucoup d'humilité, parce que comme ils se sont créés un peu à côté de nous, ils n'ont pas toujours besoin de nous. Et c'est pour ça que quand on a trouvé cette idée du Creator Labs avec toi, on s'est dit, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter ? Ce qu'on a, nous, c'est des IP. C'est-à-dire de la propriété intellectuelle, des formats. Et donc, on a référencé 5 formats qui étaient connus du public français, qui étaient vraiment, pour le coup, des très belles marques. Et on s'est dit, on va leur confier à des créateurs qui viennent de YouTube, en leur disant, vous en faites un peu ce que vous voulez. Bon, il y a quelques trucs à respecter, parce que c'est une marque qui nous appartient, mais vous en faites ce que vous voulez. Et quel type de programme, Alexia, et mieux que ça, on va payer 50 000 € pour vous aider, chacun. Pour vous mettre la main, le pied à l'étrier. Et ça, c'est important. Alors, ça va. Alors, vous allez, pardon, vous allez connaître. Ça va de la tête et... C'est pas bon signe. Quand on dit ça, c'est pas bon signe. De la tête et les jambes. Mais non, j'ai pas connu la tête et les jambes, Alexia. Je suis désolé. Non. Je suis pas si vieux que ça. C'est un programme des années 60. Ben voilà, non, j'étais pas né dans les années 60. Première compagnie, Dilemme, Minute to Win It. Première compagnie, vous connaissez ? Première compagnie, ça a été une culte. Oui. Alors, Première compagnie, c'est les plus grosses audiences de TF1 en access ever, 79% de part de marché. Et c'était en quelle période ça devait être en 2005. 2005. Et donc, ils s'en sont emparés, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils prennent nos IP et qu'ils les transforment avec leur propre créativité. Et cette expérience a un tel succès en France qu'on va le dupliquer, nous, à l'international. Est-ce que pour vous, c'est aussi... le fait de prévoir un peu le futur dans votre job de productrice, parce qu'on voit que la télévision évolue. Mine de rien, quand on regarde les audiences des chaînes de télé petit à petit, elles s'érodent, mais on comprend pourquoi. Parce qu'il y a YouTube, parce qu'il y a Netflix, parce qu'il y a Amazon Prime, parce qu'il y a TikTok aujourd'hui, et que finalement, il est important pour vous d'explorer de nouveaux moyens en fait de vous exprimer pour toujours produire, parce que c'est votre métier. Alors, vous répondez parfaitement à la question que vous ne m'avez quasiment pas posée. Mais vous l'avez comprise. Mais je l'ai comprise. La réalité, c'est que je suis probablement moins inquiète que les éditeurs, ce qu'on appelle nous les broadcasters, TF1, M6, etc., parce que nous sommes producteurs de contenu. Parce que là, vous êtes en train de préparer l'avenir, finalement. Oui, alors en sachant qu'on travaille beaucoup encore, quand même, avec on va dire nos clients historiques. Oui. Ce qu'on fait, nous, c'est agréger plusieurs clients et plusieurs manières de raconter les histoires. Tu disais qu'ils sont des storytellers, nous sommes des storytellers. Quand on voit Koh-Lanta, c'est une histoire qu'on suit.
Et donc, mon idée, c'est de se dire, voilà, on travaille extrêmement bien avec nos historiques. Et d'ailleurs, toi non plus, tu cherches absolument pas à les décontenancer. Et je pense que tu es... Bien sûr que non, mais je pense que il faut plus... confronter, mettre en silo ces secteurs, c'est une réflexion qui est complètement obsolète. Aujourd'hui, elle se complémentarise. Moi, je considère qu'Alexia, c'est un créateur. Les producteurs aujourd'hui sont des créateurs. Et ce qu'elle va chercher en diversifiant ses, entre guillemets, clients, c'est aussi, elle va dans un nouvel exercice où elle devient elle-même son propre média. Et on ne travaille pas de la même manière. C'était la question que j'allais vous poser. Alors, on ne travaille pas de la même manière parce qu'il faut quand même reconnaître que YouTube n'investit pas. Non, on n'a pas un modèle d'investissement. Voilà, pas un modèle d'investissement, contrairement à nos clients historiques. C'est-à-dire qu'un programme broadcast, un programme YouTube, sur YouTube, vous aurez beaucoup moins de moyens, c'est ça ? Alors, on n'aura pas... Alors, je pense que ça va évoluer. Mais en l'occurrence, on n'a pas, en tout cas... comme en télévision, c'est-à-dire qu'on ne nous achète pas le programme. Nous, on n'achète pas de format. On commissionne rien du tout. Nous ne sommes détenteurs d'aucun droit sur les contenus qui sont sur YouTube. Ça reste vraiment la totale propriété de l'ayant droit. La question, ce qui va être très important, et on le sait, et d'ailleurs c'était auprès, toi, de tes propres clients, que sont les marques, les agences médias, devant lesquelles tu as fait ce festival. Oui. La question, c'est comment ça va s'organiser maintenant. C'est-à-dire que il s'avère que le marché publicitaire quand même de la télévision a été relativement stable, contrairement à ce qu'on disait. Le marché qui a été attaqué, c'est le marché de la presse, de la radio, etc. Là, on sait que c'est en train de bouger. Tu en parlais, LVMH explique en effet, ils sont en train de diversifier leurs moyens de communication. Ils gardent évidemment du classique et puis ils vont sur YouTube aussi. Donc, tout ça est un écosystème qui est en train d'être chamboulé. Nous, c'est vrai que Koh-Lanta coûte très cher. Tu parlais de Léna ou de Squeezie qui font des programmes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais est-ce que, là, c'est une bonne question, Koh-Lanta par exemple sur YouTube, admettons que demain, vous lanciez un Koh-Lanta sur YouTube. Est-ce qu'il y aura un modèle économique ? Aujourd'hui, on le connaît. Je pense que là, au moment où on se parle, à l'instant T, je ne pense pas. Vous l'avez fait au Brésil, Banijé, Masterchef ? Ouais, on a fait un Masterchef Brésil, qui est une expérience qui est très intéressante et qui est probablement un prémisse de test. Mais visiblement, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent avec ce truc-là. Non, mais c'est, en fait, je pense qu'il y a plusieurs modèles qui peuvent coexister. C'est-à-dire qu'un Koh-Lanta tel qu'il est en 15 ou 16 épisodes, c'est énormément d'investissement. Je ne sais pas si une marque sera susceptible, dans le modèle que vous avez actuellement, et tu sais que je pense qu'il changera peut-être un jour, les moyens d'avoir... De s'engager sur des logiques de saison comme ça aussi longues. Donc ça, il faut travailler. Mais inversement, on peut travailler sur ce qu'on a fait par exemple sur Star Academy, sur un Starac payé par une marque, qui est diffusé pour le coup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., qui sort du périmètre. C'est pas en effet les 12 semaines de programme, c'est 3 jours, mais ça donne une autre tonalité à la marque. Voilà, donc c'est ça vient renforcer le programme principal, le rendez-vous antenne par exemple. Mais juste, je fais le parallèle avec les créateurs, cette fameuse créateur économie. Les créateurs, ils n'ont jamais eu pour modèle d'aller pitcher un format à une chaîne ou à une plateforme pour qu'elle achète ce contenu. En fait, dès le départ, et c'est pour ça que je pense aussi, on réussit à faire des structures de prod très agiles. Dès le départ, ils se sont lancés tout seuls. En fait, n'importe qui peut lancer sa chaîne sur YouTube, peut se lancer sur YouTube. Et donc, c'est grâce à cet exercice créatif que petit à petit, ils ont trouvé un peu leur positionnement, leur proposition éditoriale. Et petit à petit, ils se sont étoffés, ils se sont renforcés en termes d'équipe. Et dans l'équation économique, ils ont fait rentrer les marques. Pour des entités historiques comme Banijé, je pense que le vrai virage, c'est exactement ce qu'Alexia est en train de mener. Ce virage pour durer dans les prochaines décennies, c'est de diversifier son portefeuille, c'est d'être soi-même son propre média, de penser comme un créateur. Moi, je pense que le futur sera synonyme d'hybridation des usages, hybridation des prods. Tu vas produire demain pour les marques, pour les créateurs, comme pour les chaînes de télé, comme pour les plateformes. Je pense qu'on est en train... Enfin, nous, il y a un shift. On est une société qui s'est construite en B2B. Donc, nos clients, en fin de compte, n'étaient pas... À terme, était évidemment le téléspectateur, mais il y avait... c'était le diffuseur qui choisissait le programme. Donc là, comme je vous le dis, on reste fidèle, et c'est très important parce que ça fait contribuer aussi à l'écosystème. Soit tu récupères aussi sur YouTube des émissions qui ont été diffusées et donc financées
par ces gens-là. Bien sûr. Donc nous, on a évidemment ce réseau-là, et puis après, on se rapproche des marques. On va faire une annonce bientôt justement de création pour les marques, parce qu'on a un savoir-faire, on a une notion d'IP, on a des notions de mécanique, on a ce qu'on appelle le brand safety, et on sait comme c'est important pour les marques. Donc tout ça, on est en train d'évoluer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois toujours tout comme une opportunité. Donc je vois, évidemment, peut-être qu'il y a une part de risque, peut-être qu'on perdra un moment et qu'il faudra se rééquilibrer, et puis on gagnera après. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de bouger vite. Dernière question, la télé est condamnée, la télé traditionnelle broadcast, à votre avis, ou pas? Non, mais d'ailleurs, ils sont intelligents, hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de passer sur des plateformes, TF1+, FTV, enfin, tout ça. Il ne reste plus que le live, finalement, pour le broadcast. Non, des événements en direct qui, ouais, eux, live, ont une valeur ajoutée, en fait. YouTube a signé aux États-Unis des événements en direct de sport. On voit qu'Apple aussi. Mais par exemple, sur les événements de sport, nous, on n'achète pas les droits directement. On travaille avec les médias. Quand on travaille avec la NFL, on n'achète pas les droits de la Football League. Oui, vous êtes une plateforme de diffusion. On est un partenaire de diffusion. Non, et après, pour terminer, voilà, donc le sport, les événements live, etc., les chaînes linéaires et les streamers, parce que maintenant les streamers vont quand même sur le domaine. Ouais. Ceux qui empiètent le plus rapidement sur le linéaire, c'est-à-dire les chaînes historiques, c'est les streamers. Ils ne devaient pas avoir de pub, ils ont de la pub. Ils ne devaient pas avoir du live, ils ont du live. Ils ne devaient pas avoir du sport, ils ont du sport. Ils ne devaient pas avoir de l'info, ils en auront bientôt. Donc tout ça est en train de bouger très très vite. Je trouve ça passionnant. Nous, on est comme créateurs de contenu. On a les plus belles IP dans le monde. Donc, on saura où les abriter. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Passionnant. Merci. Merci beaucoup, Justine Rist, directrice générale de YouTube France, pour ce YouTube Festival. Et merci Alexia Laroche-Joubert d'être passée par le plateau de Tech & Co, PDG de Banijay France. Et on va poursuivre dans cet univers YouTube avec du beau monde qui va arriver dans un instant. Amixem sera sur notre plateau. Il va nous raconter son job de YouTuber, comment il a commencé. On peut rester ? Ouais, c'est ça, je vous disais. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis après, on enchaînera avec Gaspard G. Génial. Et puis JB de The E-Collection et Jojo pour s'intéresser aussi aux YouTubers tech qui existent depuis toujours, carrément, sur YouTube. Voilà, Tech & Co, la quotidienne spéciale YouTube ce soir. Merci d'être là. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business, la quotidienne, vous le savez, avec une émission exceptionnelle puisque ce soir on s'intéresse aux médias YouTube. On en parlait tout à l'heure avec la patronne de YouTube et Alexia Laroche-Joubert. Et là maintenant, je vous propose jusqu'à la fin de cette émission de recevoir des YouTubeurs que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Tout à l'heure, je recevrai Gaspard G, qui est YouTuber, qui lui est vraiment dans l'actu. Et puis après, on s'intéressera aux YouTubers tech parce que c'est vrai que je pense que YouTube a été on va dire un tremplin pour pas mal de youtubeurs qui au départ parlaient de tech. Et on recevra à cette occasion Jojol, que vous connaissez peut-être, et aussi JB de The E-Collection. Mais pour débuter, la star de YouTube, l'une des stars de YouTube est avec nous. C'est Maxime Chabrou, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Amixem. Salut Maxime, merci. Bonjour François, ça va ? C'est très sympa de venir depuis je ne sais pas où, pour repartir après je ne sais pas où, voilà. Et de passer par le plateau de Tech & Co. Je le disais, tu es une vraie star de YouTube aujourd'hui avec plus de 9 millions d'abonnés. Je regardais tout à l'heure 9 200 000 abonnés en 13 ans. Je ne sais pas exactement, ça doit être 2 237 840, mais enfin... Tu as un petit compteur sur ton Apple Watch. Non, j'ai arrêté de faire ça. Et c'est intéressant parce qu'on est là pour un petit peu parcourir ta destinée sur YouTube. Tu as 34 ans, tu as commencé il y a 13 ans. Donc à l'époque, tu étais, je sais pas, peut-être étudiant, c'est ça ? Exactement, aux prémices de l'aventure YouTube, donc création de la chaîne, quand on va dans l'onglet « À propos », je crois qu'il y a marqué quelque chose comme fin 2012, ce qui paraît fou, mais la réalité, c'est que c'est devenu vraiment professionnel et structuré à partir de 2015-2016. Donc ça fait vraiment 10 ans solides. Voilà. Et j'étais en fin d'études. L'histoire que je raconte souvent, c'est qu'en fait, donc moi, j'étais en études de journalisme et médias numériques. Ok. Globalement, tu aurais pu atterrir sur BFM quelques années plus tard. C'est pas j'aurais pu atterrir, c'est je visais d'atterrir ici. Okay. Finalement, je réalise un peu un rêve. Alors, je voulais faire de la radio pour rien te cacher. Mais voilà. Et il y avait cette transition des médias traditionnels vers les médias numériques.
Et je me suis dit, peut-être, ça peut être pas mal de quand même découvrir ce qu'il y a autour. Et puis, j'étais baigné dans cette culture-là, de toute façon. Hein. Je veux dire, je suis né en 91, donc toutes les années 2000, j'ai vu YouTube naître en 2006, et Dailymotion, toutes les plateformes vidéo, voilà. Et du coup, j'étais baigné là-dedans et je me suis dit, je vais essayer. Et il y avait cette première génération en fait, de créateurs de contenu qui commençait à être très forte, très installée, mais pas vraiment... sans business plan, on va dire. Voilà, c'était la passion avant tout. Cette envie, la passion, et de se dire, voilà, je vais me filmer avec ma petite caméra que mes parents m'ont acheté pour Noël. Exactement. Enfin, je sais pas trop, ou ton smartphone. Oui, parce qu'il y avait des smartphones quand même en 2000. Oui, ça va. Il y avait l'eau, l'électricité déjà. C'est vrai que c'est bien de resituer. C'était le début d'Internet. Complètement. Et oui, c'est ça. C'était le début de l'Internet participatif. C'est ça. Et voilà. Et du coup, en gros, j'ai un prof de journalisme qui nous avait dit créer un blog pour vous entraîner à faire de l'édito, à écrire. L'édito, c'était pas trop mon truc. Je me suis dit, je vais transposer ce conseil en vidéo. Donc, je me suis mis au montage vidéo en me disant, je vais créer une petite chaîne YouTube, en me disant peut-être qu'à la fin de mon parcours, à la fin de mon master, je serais peut-être embauchable un peu plus parce que j'ai une chaîne YouTube avec 300 abonnés. Ça fait une carte de visite. Ouais. Voilà. Tu disais combien d'abonnés ? 1000. Ouais, vraiment. Je me disais 1000, c'est pas mal. C'est un chiffre. 1000, c'est pas mal. Voilà. Ça commence à faire pas mal. Voilà. 9 200 000 aujourd'hui, 13 ans plus tard. À quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon métier ? J'ai toujours eu envie de ça très tôt, avant même. Mais pas au début, puisqu'au début, en fait, tu voulais faire de la radio, plutôt être journaliste. Alors j'avais déjà fait ce shift-là au moment où je suis arrivé sur YouTube. Je me suis dit, si à un moment donné une opportunité autour de ça, je veux que ça fasse partie de ma vie. Et il commençait à y avoir des agences. Donc en fait, raisonnablement, au début, je me suis dit, je vais être dans l'ombre de ça. Donc j'ai commencé à travailler dans des agences qui mettent en relation des youtubeurs avec les premières marques qui voulaient communiquer sur YouTube. Donc j'ai commencé par les coulisses finalement. Et il commençait à y avoir des gens très très sérieux, notamment quelqu'un qu'on cite souvent, c'est Diablo X9, qui faisait un travail journalistique de jeux vidéo vraiment très sérieux du haut de son âge, de ses je sais pas, 17 ans, 18 ans. Il avait une élocution extraordinaire, il parlait très bien. C'était quelqu'un de très inspirant. Je me suis dit, mais en fait, si quelqu'un aussi jeune et aussi pro est là aussi tôt, dans 10 ans, ça devrait bien se passer pour l'écosystème. Et voilà. Donc j'ai fait un peu ce pari. Souvent, les youtubeurs commencent, on dit que c'est un métier de solitaire, parce que on aime bien tout maîtriser. Ouais. Souvent, on est timide, donc on se filme, on se fait ses petits montages, etc. On est dans sa bulle, en quelque sorte. C'était ton cas ? Ouais, t'as raison. Il y a toute une génération qui a émergé de YouTube qui n'aurait pas forcément émergé 20 ans plus tôt, parce que je pense qu'il faut avoir une personnalité peut-être un peu plus exacerbée pour arriver vers la radio et la télé dans les années 90-2000. Là, effectivement, c'est une webcam et un ordinateur dans sa chambre, donc ça demande moins de courage. Et puis quand ça prend petit à petit, c'est plus progressif. Là, on commence à enlever le masque. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos, on ne voyait pas mon visage. La première fois que j'ai montré mon visage sur Internet, je m'en souviens, j'ai tout de suite coupé. J'ai paniqué au bout de 15 secondes. Je fais, oh là, on arrête ça tout de suite. C'est pas possible. Donc voilà. Et donc, il y a une simplicité d'accès. Tu t'es soigné aujourd'hui, ça va ? Tu arrives. J'ai pas le choix. Ton ego arrive à gérer ça ? Ou on n'a pas le choix ? Déjà, quand on se monte soi-même, au-delà du fait de publier, mais quand on fait un montage de sa propre vidéo, on entend sa voix des heures par jour. Au bout d'un moment, c'est bon. On est à l'aise avec son image en image. Voilà. Maintenant, c'est plus moi qui monte mes vidéos, c'est tout autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette phase très artisanale, en fait, où on fait tout seul. Donc, c'était de l'artisanat. Maintenant, c'est pas de l'industrie, parce que c'est toujours de l'artisanat, mais tu es beaucoup plus entouré. Aujourd'hui, tu as combien de collaborateurs ? Ça représente combien la galaxie Amixem ? La galaxie, ouais, c'est le terme. Amixem et Fils Corporation, c'est à peu près 40 salariés. Ça s'appelle pas comme ça. On est 40 à peu près, entre donc les équipes de régie, les équipes de production, de post-production, les équipes commerciales et j'en oublie évidemment. Mais c'est une PME, quoi. Ouais, en fait. Et je suis toujours très impressionné quand je vais sur des plateaux comme ici, quand même, du nombre de personnes qu'il y a derrière des plateaux comme à BFM. C'est très impressionnant. Hein. Je résume souvent le truc en disant quasiment il y a une personne pour chaque ampoule, quoi. Par rapport à nous, on reste encore dans ce côté artisanal et fait maison, mais qui fait partie de l'ADN en fait, du contenu qu'on finit par produire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce de pâte, un peu cette, je sais pas comment dire, cette couleur, où on se permet des choses, même techniquement, dans le montage, que se permettent pas la télé, parce que mon but, c'est aussi du divertissement, donc on s'affranchit de plein de choses. Et voilà. Mais, tu as raison, il y a une personne derrière chaque ampoule. Et c'est ce que j'observe. Ouais. Voilà, ça en fait beaucoup, quand même. Juste une chose, alors évidemment ton parcours a évolué, tu as même évolué, tu as grandi, aujourd'hui tu es père de famille, etc.
est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire ce métier? Est-ce que finalement, ton métier a évolué? Enfin, en tout cas, ton activité a évolué. Au début, on le disait, tu étais tout seul devant ta webcam, tu montais tes vidéos, etc. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu gères tout ça. La vidéo, en fait, c'est une partie de ton business. Finalement, tu arrives à avoir la même fraîcheur et, on va dire, le même engouement, la même envie qu'avant? Ouais, franchement, en fait, je me suis posé la question. Clairement, sur les, on va dire, 3 à 5 dernières années, je me suis Pourquoi? Parce qu'il y avait des moments où Oui, il y avait une baisse de régime. Il y avait de la lassitude. Et en fait, la lassitude, elle provient plutôt de la partie entrepreneuriale, de la partie de tous les rouages qu'il y a derrière, qui est pour n'importe quelle entreprise quelque chose de pénible, parce qu'il y a une charge administrative énormissime, parce qu'il y a les problèmes que tous les entrepreneuses et entrepreneurs connaissent en France, quoi, et ailleurs. Entreprendre, c'est difficile. Voilà. Et donc, après 10 ans, il y a un moment, il y a une interrogation où, vous venez de le dire, je suis père de famille. Donc, l'équilibre vie pro, vie perso, je me suis commencé à me poser des questions. Mais ce qui reste intact, c'est le plaisir de tournage. Franchement. Et puis, en fait, maintenant, j'ai de la longévité. Donc, j'ai, entre guillemets, ça peut paraître prétentieux, mais rien à prouver. Donc, je ne vais que sur des tournages sur lesquels où tu t'éclates. Je m'éclate. Ouais. Et voilà. Et puis, j'ai réussi aussi à me renouveler. C'est-à-dire que les différents cycles, sur les différents arcs, comme on dit, sur les 10 dernières années, se valent pas. Je raconte des choses différentes sur ma chaîne tout au long de son existence. Donc, en fait, quand j'en aurai marre, je changerai. Peut-être que dans 10 ans, ma chaîne, c'est de la vulgarisation scientifique, parce que c'est ce qui me convient, quoi. C'est ça la liberté extraordinaire de YouTube aussi, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde tes vidéos, donc sur les imitations, des choses comme ça, on se dit que c'est presque diffusable à la télé, quoi. Enfin, c'est gentil, merci. Non, mais venant de la télé. C'est une qualité broadcast, c'est drôle. Bah, souvent, tu as des guests qui sont hyper connus. Ça t'a jamais venu à l'idée? Ou alors, j'imagine que ça t'est venu à l'idée, mais est-ce que c'est aussi facile de prendre un contenu qui fonctionne sur YouTube et pourquoi pas de le laisser vivre à la télé, sur les médias, on va dire, mainstream traditionnels? Je pense pas que ça a été essayé. C'est passionnant comme sujet déjà. S'il y avait une chaîne demain qui me dirait, par exemple BFM Business, même si je suis pas sûr que ce soit la direction artistique, mais si on essayait de laisser intact un format YouTube et de le mettre à la télé, qu'est-ce que ça donnerait? Et je suis pas certain que ça marche. Je pense qu'il y a des codes à la télé qu'il faut respecter. Je pense qu'il y a plein de choses Enfin, il faut se nourrir de la télé, qui est un média qui est là depuis bien avant nous, quoi. Mais en tout cas, penser à quelque chose d'hybride, avec du savoir-faire télé, du savoir-faire YouTube, et faire une vraie émission qui est à la croisée des chemins. Moi, tout ce qui est la passerelle entre les deux mondes, ça me passionne. Il y a plein de gens qui le réussissent très bien, des animateurs télé qui sont venus sur YouTube et vice-versa. Donc tout ça me passionne beaucoup. Maintenant, je sais pas. J'aimerais pouvoir... c'est un vrai laboratoire, la chaîne YouTube. On fait ce qu'on veut. Si je veux faire une vidéo de 20 minutes, je fais une vidéo de 20 minutes. Si c'est 40 minutes, c'est 40 minutes. À la télé, c'est un peu moins facile. Il faut publier une vidéo qui rentre dans un conducteur précis. Donc je sais pas si on aurait cette latitude-là, mais j'aimerais bien tester. Quand on tape... Il y a un petit jeu que moi j'aime bien, parce qu'évidemment... J'avais regardé quelques-unes de tes vidéos. Je ne regardais pas toutes tes vidéos, mais bon, j'ai tapé Amixem sur YouTube. Et moi, j'aime bien... Quand tu tapes, tu sais, le youtubeur, un mot ou n'importe quoi, YouTube te suggère plein de mots qui vont après, à la suite, parce que les gens ont dû taper ça, tu vois. Tout à fait. Alors, à ton avis... J'ai peur de ce que tu veux dire. Non, mais c'est plutôt drôle. Tu tapes Amixem, tu laisses un petit espace. À ton avis, qu'est-ce que propose Google? Tu vois, par exemple, moi, quand tu tapes François Sorel, il tape âge, parce que tout de suite, je dois paraître vieux, et les gens se disent, bah, tiens, quel âge il a? C'est terrible. Toi, par exemple, ça peut être quoi? Ou alors, quel est son secret? Comment fait-il? Pour faire aussi jeune, en fait. Donc, Amixem, petit espace. Bah, je dirais que si l'algorithme... C'est sur YouTube ou Google? Google. Ah, sur Google. Google. Là. Là, je pense que ça va toucher à des sujets perso. Est-ce que c'est pas, je sais pas, le nom de ma femme ou adresse ou non, ça va? Non, c'est pas ça. Ah, c'est bien alors. Coupe. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Bon, alors du coup, c'est Sosie peut-être? Non. Une des vidéos les plus connues sur la chaîne. Il y a Burger. Ah le premier, c'est Burger. Ah, incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la diversification de ce que tu représentes, tu as monté une chaîne de burgers. Oui, complètement. En fait, j'ai monté effectivement une chaîne de burgers qui s'appelle Star Smash et qu'on a développé, qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans maintenant. Et en gros, l'idée, c'est de se diversifier parce que c'est quand même tout ça est très très lié à ma présence et à ce que je fasse des vidéos. Et donc, pour sécuriser tout ça, clairement, d'autres sources de revenus, c'était important. Donc, j'ai lancé 2 projets passion dans le but de diversifier. Le premier, c'est une marque de bijouterie spatiale qui s'appelle Space Fox. On fait des montres, des bracelets. Et la deuxième, c'est Star Smash, qui est une marque de Smash Burger et qui marche super bien. Je suis très content que ce soit en première recherche Google. Voilà. C'est génial. J'avais le droit de dire la marque?
Tu vois, c'est mes habitudes. Oui, ça, non, mais ça va. Ça, c'est bon. Ça va. Tant que c'est toi qui le dis. Le CSA, on est bon. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est de l'actualité, c'est de l'info. Très bien. Il n'y a pas de problème. Après, deuxième. Deuxième. Petit espace. Je pense que c'est l'une des expériences qui a dû le plus te marquer, en fait, dans ta carrière de youtubeur. Donc les gens. Ah, waouh, c'est vrai que je suis très associé à ce youtubeur. Plus gros youtubeur du monde. Voilà, youtubeur américain, pour ceux qui ne connaissent pas. Qui un jour t'a convoqué. Ouais. Et avec 50 autres youtubeurs, je crois. Tout à fait. Enfermé dans un cube en verre pendant 50 heures. Et ben voilà. Ça a marqué Google. Même Google a été marqué. Ah ouais, par c'est ça. marrant. D'accord, ok, effectivement. Mais c'est vrai que finalement, Google, c'est une perception de ce que je fais sur des sujets inattendus, au final. Parce que je pense que ce que les gens tapent sur YouTube pour me trouver, ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Après, c'est... Bon, pour rentrer un peu dans la technique, je suis logué avec mon compte. Donc, est-ce que finalement, si je me délogue, ça pourrait être intéressant? Peut-être que c'est Amixem. Voilà, que boit-il le matin? Que boit-il le matin? Ou quelle est... Alors tiens, il y a ta taille. Il y a Amixem, il y a ta taille. Je suis réputé comme étant petit. Bah écoute, je sais pas, je ne l'ai pas remarqué. Qu'en as-tu pensé? 1m72, mais je fais moins. Non, mais ça va. Ressenti moins. Ça va. Et puis les talonnettes te permettent tout de suite de cacher le truc. Elles sont énormes. Et puis après, Sosie, bien sûr, parce que c'est l'une de tes particularités sur YouTube. Tu cartonnes avec ça. Avec ces sosies, et c'est vraiment très drôle parce qu'il y a, c'est des gens. C'est un bonheur à faire. Ouais, mais mais ça, c'est pour ça que je te parlais de. On a l'impression que ça pourrait être un concept télé. Finalement. Oui, je pense que, en tout cas, la brique sosie. Donc, je travaille avec plusieurs personnes sur ma chaîne, dont Thomas Dezer qui est humoriste, et on avait déjà une série où on classait toutes sortes de choses dans ce qu'on appelle des tier lists. Donc, les tier lists, je pense que vous connaissez, mais sur Internet, c'est une manière de classer les choses de la meilleure à la moins bonne, qui est un peu humoristique, on peut un peu la customiser. Et du coup, Thomas m'a poussé l'idée de le faire avec des sosies, parce qu'il m'a dit, les sosies, c'est une thématique très forte. Et il y a des films sur les sosies, il y a plein de... Enfin, c'est le film Podium, par exemple. Voilà, c'est dans la culture française, le sosie, c'est fort, quoi. Ouais. Parce qu'on a Johnny, on a Claude François, voilà, il y a plein de sosies iconiques. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas recevoir les meilleurs sosies de France et les classer dans cette fameuse tier list. Et c'est drôle. C'est devenu la vidéo la plus grosse. Et c'est comme les imitations aussi qui cartonnent. Exactement. On l'a fait la version imitateur, qui est pareil. Je vous l'apprends pas. Troisième concept, sosie imitateur. Voilà, c'est ça, exactement. Ça va être un peu plus compliqué, le casting. Ça, ouais, exactement. Je ne sais pas si j'en trouve 50 dans le monde. Mais non, par contre, effectivement, on commence à s'épuiser parce qu'il faut trouver des sosies. Si jamais vous ressemblez à quelqu'un, contactez-nous. Tiens, encore une question sur ta carrière, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu tes vidéos, c'est vraiment du divertissement. Hein. Tu vas sur Amazon, tu achètes des produits, et puis qui ont 0 vote, je crois, ou des trucs comme ça, et puis tu délires avec, quoi. Ouais, exactement. C'est un support à faire des blagues. Hein. C'est vraiment une chaîne de divertissement humour. Et quel support on choisit pour faire des blagues et de l'humour? Là, je suis en costume, parce que tu as vu, j'essaie d'être présentable. Mais exactement, BFM Business. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et puis voilà. Et puis il y a un cut, il y a du montage. De toute façon. Non, il n'y a pas de montage. C'est ça qui est cool. On est en direct. C'est ça la radio. Excuse-moi. C'est qu'on est en direct. Mais c'est pas grave, c'est cool. Comme ça. Tant pis. Dernière petite chose. Donc, aujourd'hui, divertissement. Tout à l'heure, tu disais... pourquoi pas faire des vidéos demain de sensibilisation à la, je sais pas moi, à la scientifique, des choses comme ça. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Que je fais d'ailleurs ça, de temps en temps, je me fais un petit plaisir. Est-ce que ta carrière est tracée? Est-ce que tu sais par exemple à quoi va ressembler Amixem dans quelques années? Est-ce que tu as envie de tendre vers une direction? J'adorerais pouvoir répondre oui, parce que ça me fait passer pour un visionnaire. Mais c'est vrai que souvent, quand on voit les 10 dernières années, on me dit « Ah, t'avais vu ça à l'avance et t'avais programmé ». La vérité, c'est que c'est un mélange de programmation, d'intuition, d'opportunité. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je sais les sujets qui me passionnent. Je sais que ma direction artistique, elle sera... voilà, ce que je mets sur ma chaîne, ce ne sera pas la même chose jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je m'orienterai vers quelque chose qui correspond à mon âge. Et donc, je pense que je parlerai de vulgarisation scientifique. J'aime beaucoup, beaucoup la science et ça fait partie, peut-être de musique aussi, je verrai, mais ça fait partie des gros sujets que tellement pris par le boulot et par YouTube et par le divertissement et l'humour, etc. J'ai pas trop abordé, mais ça me manque. J'ai été bercé par Fred et Jamy, donc je vais aller dans cette direction-là. Est-ce que tu as cette crainte de se dire de plus être dans le coup ou dans le mood, en fait? On voit qu'il y a des youtubeurs qui ont débuté il y a à l'époque de YouTube, quoi, il y a une année, peut-être un petit peu moins, qui aujourd'hui sont un peu moins bankable alors que c'était des stars. Pas citer de nom, mais voilà. Est-ce que tu redoutes ça? Tu y penses? Je pense que si ça s'arrive, ce ne sera pas brutal. Ce sera une érosion lente qui se prépare, en fait.
Donc ça se prépare aussi bien d'un point de vue technique et économique que d'un point de vue psychologique. Donc quand il y aura les premiers signes de attention, c'est finito, je m'y préparerai. Est-ce que ça fera plaisir? Sans doute pas. Mais je pense que j'essaierai de l'anticiper et de dire non, en fait, je vais plutôt moi-même déclencher cette érosion d'audience parce que j'ai changé de direction artistique justement vers de la vulga scientifique et faire plus que 500 000 vues au lieu de 7 millions parce que c'est ce qui me plaît, plutôt que d'attendre ma fin péniblement. Mais en tout cas, Bon, il y a encore un peu de marge. J'espère. Mais en tout cas, on va dire la date limite de consommation de Amixem, je ne la connais pas. Ce que j'observe, c'est que les youtubeurs et même les présentateurs à qui je m'identifiais beaucoup, parce que je voulais faire de la radio, je disais au début, commencent aujourd'hui à être plus ou moins âgés, à approcher la quarantaine, la cinquantaine, et sont toujours en poste, que ce soit à la radio, à la télé ou sur YouTube. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit trop une question d'âge. Donc, parce qu'on n'a pas le recul finalement sur YouTube. Est-ce qu'on peut faire une longue carrière sur YouTube On sait pas, voilà, un gars qui fait de la radio ou de la télé peut faire sa carrière entière sur ces médias, on va dire, traditionnels? C'est ça la question. En fait. Complètement. Et en plus de ça, sur YouTube, il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'en fait, quand on en parlait tout à l'heure, au tout début, il fallait une webcam à ordinateur pour commencer. Et on était au même pied d'égalité que toutes les productions disponibles. Aujourd'hui, une vidéo, en moyenne, ça coûte entre 30 et 100 000 euros. Donc, quelqu'un qui commence dans sa chambre ne va pas mettre 30 000 euros et tout miser pour faire une vidéo. Donc, en fait, pour aujourd'hui, et c'est un truc que je regrette, en fait, parce que pour moi, les gros youtubeurs, les vieux, là, on commence à être des dinosaures, il faudrait qu'on soit challengé par des nouveaux arrivants, quoi. Admettons qu'il y ait des jeunes qui ont 13 ans, 15 ans de moins que toi et qui se retrouvent à la même période que quand tu as débuté sur YouTube. Ouais. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? En général, ils commencent par ils n'ont pas 30 000 euros pour faire une vidéo? Effectivement. Ils commencent par les formats verticaux. Donc YouTube Shorts ou côté les autres plateformes, TikTok, etc. Et en fait, tu es vraiment présent sur ces plateformes aussi? Oui, mais moi, je suis présent par nécessité. Mais vraiment, c'est fou de se dire qu'en quelques années, je suis devenu un sorte de défenseur du 16/9e et que le 16/9e, ça devient un truc déjà dans le mode de consommation qui est complètement différent. C'est plus métro, parce que les gens ils scrollent dans le métro, c'est plus transport en commun, c'est canapé télé, quoi. Donc en fait on se rapproche plus de la télé en étant 16/9e voilà. Donc je le fais parce qu'il faut avoir une présence et que j'ai pas trop le choix, mais je le fais avec plaisir parce que voilà. Donc jeune youtubeur qui débute, vidéo verticale. On commence par des YouTube Shorts et après on passe au 16/9e, c'est ça. Mais en même temps je vais me contredire, mais je pense que c'est toujours l'idée qui prime. C'est pas le matériel, c'est pas le prix qu'on met dans la production. Donc une belle idée, ça sera toujours plus fort que tout. Un peu de talent aussi. Je suis pas sûr, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Non, mais je suis né au bon moment. Dans une famille remplie d'amour et mais ça faire la liste longue. Bon, voilà, je te souhaite d'atteindre tes 10 millions d'abonnés, mais tu penses que c'est simplement par la chance qu'on peut avoir 10 millions d'abonnés? Sincèrement. Après, en fait, le truc, c'est tout à ton honneur d'être plutôt dans l'humilité, mais c'est. J'ai persévéré, mais en fait, la persévérance, elle était un peu. Oui, il faut persévérer pour y arriver. Mais le problème, c'est que quand on aime ce qu'on fait, en fait, la persévérance, elle a un coût tout à fait relatif. Parce que quand on entend le mot persévérance, on se dit faut creuser au fond de la mine. Et j'ai pas eu l'impression de creuser au fond de la mine. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut être passionné. En fait, c'est ça le vrai truc. Plus que talentueux, ou je sais pas, il faut être passionné. Et du coup, normalement, quand on est passionné au bon moment, au bon endroit, ça marche. Mais il y a du coup une grosse part de chance. Je serais né 5 ans plus tôt. 5 ans plus tard, peut-être que j'aurais fait autre chose. Le destin aurait été peut-être différent. Mais voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. De Tech & Co, la quotidienne. On peut dire que c'est sur un gros projet ou il ne faut pas en parler? Je suis sur plein de gros projets en ce moment. Je peux t'en confier un peut-être. Là, je vais partir. Je voulais raconter la vie des gens de l'ombre. Ça, c'est un projet vraiment kiff, plutôt pas vulgarisation scientifique, mais plutôt documentaire. Donc raconter la vie des femmes et des hommes de l'ombre qui travaillent dans les porte-conteneurs. Donc du coup, je pars en immersion dans un porte-conteneur. Là. Envoyé spécial, quoi. Ouais, en zone interdite. Après, finalement, je vais vers la télé. Mais c'est un pas de côté par rapport aux dernières vidéos que tu fais. Voilà. Les après, des sosies, des imitations. C'est le ton qui va être un peu plus internet peut-être, mais en même temps, les gens qui m'inspirent, c'est aussi des Antoine de Maximi, qui sont des gens de la télé, ou des vlogueurs américains, genre Casey Neistat. C'est un mélange de tout, en fait. Donc voilà, c'est le prochain gros projet. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà un Tech & Co exceptionnel ce soir, puisque on parle de YouTube, ce média que vous consultez sans doute. Quelques-uns des YouTubeurs que vous appréciez peut-être sont passés sur le plateau de Tech & Co, Amixem il y a un instant. Et j'accueille tout de suite Gaspard G. Salut Gaspard. Salut. Gaspard Guermont-Prez, ou Prez. On prononce pas le Z. Ouais. 27 ans. Nord, 27 ans. Un ch'ti. Un ch'ti, fier de l'être. Voilà, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Ta communauté sur YouTube, c'est 1,5 million d'abonnés. Tu cartonnes avec une audience qui représente 85% entre 18 et 35 ans. Aujourd'hui, ce que tu as créé, c'est une agence avec 17 salariés, 80 freelances. Tu accompagnes des personnalités de l'ancien monde de la télé, comme Claire Chazal ou même Stéphane Bern. On va en parler peut-être tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce que c'est toujours très inspirant. J'imagine qu'il y a plein de jeunes qui regardent ou qui écoutent cette émission et qui se disent « Mais comment on devient Gaspard G, quoi ?» Et... Oula. Je sais pas si je le souhaite. Mais t'as commencé YouTube, t'avais quoi, 10 ans? Ouais, j'avais 10 ans. J'ai commencé YouTube il y a 17 ans. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé mon job, qui n'en était pas un à l'époque, quand j'avais 10 ans. Ouais, je sais pas, j'aurais dû en fait, puisque maintenant on part à la retraite de plus en plus tard, finalement j'aurais dû essayer de gratter un peu les points. Mais parce que là tu vas pas gratter beaucoup de trimestres. Non, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort pour moi. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'au départ tu commentais des vidéos de jeux vidéo, parce que c'était un peu, c'est toujours d'ailleurs la mode, hein, en quelque sorte, toujours la tendance. Et puis t'as grandi, t'es devenu lycéen, étudiant, et là... tu as changé de catégorie. Finalement, tu t'es intéressé à la fois à la société et puis à la politique. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné le goût du voyage, qui m'ont donné le goût de regarder le monde avec curiosité et d'essayer de mieux le comprendre. J'ai vécu une partie de ma vie au Canada, une plus petite partie en Amérique du Nord aussi, aux États-Unis, du côté de San Francisco. Et mes premières vidéos, c'était ça, c'était d'essayer de comparer ces deux mondes, l'Amérique du Nord, celle fantasmée à l'époque de la grande hégémonie américaine, qu'on regardait avec des yeux ébahis, nous, Français. Et puis, j'ai fait des vidéos sur les comparaisons entre la France et les États-Unis. Ça a commencé à un petit peu marcher. Et progressivement, le contenu qui était très teenager que je faisais est devenu un peu plus pro. Et puis, a commencé à s'intéresser à des enjeux un peu plus complexes. Et c'est assez naturellement qu'aujourd'hui, on parle d'actualité et de politique. Tu t'étais, on va dire, investi dans la suppression des filières au lycée général. C'était en 2017. Tu avais fait une vidéo là-dessus. Puis après, tu avais même pris la parole pendant le Covid aussi, avec une vidéo qui avait cartonné, puisque tu remettais en cause on va dire, la problématique des étudiants pendant la pandémie. Absolument, ouais. Ça a été un déclic, ces moments-là? Ça a été des moments où je me suis dit, en fait... on n'est pas simplement en train de faire des vidéos entre ados ou entre jeunes adultes là. On peut avoir un vrai impact sociétal, politique, jusqu'à... c'est la vidéo dont vous parlez a fini par... 10 millions de vues, je crois. Ouais, ça fait 10 millions de vues et ça a fini par susciter l'intérêt de Jean Castex, qui est Premier ministre à l'époque, qui m'appelle, avec qui je m'entretiens et qui finalement... Alors, c'était pas simplement cette vidéo, mais quelques objets médias comme ça numériques ont permis de faire changer l'opinion publique et ont permis d'avoir des mesures qui ont permis aux étudiants de revenir en cours plus rapidement. Alors le journalisme politique, on connaît, les médias traditionnels font ça depuis la nuit des temps. Toi, tu as décidé de réinventer un peu l'exercice, d'être dans la pédagogie, parce que c'est vrai que la politique, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui sont compliquées et que tu essaies de décrypter le plus simplement possible. C'est ça l'objectif, en fait, de ce que tu fais ? C'est d'essayer de raconter, donner des grandes clés de lecture à tous les francophones qui nous regardent, parce que c'est important de dire que la force d'un média comme YouTube, c'est qu'on est suivi à 60% par des Français, mais aussi par des Gabonais, mais aussi par des Québécois, des Belges, des Suisses, des Algériens, des Marocains. Et ça, c'est une vraie richesse qu'on retrouve dans notre audience. Donc, on essaye de faire de l'information pour des jeunes et des moins jeunes qui peut-être se retrouvent un peu moins dans l'offre médiatique proposée dans les médias traditionnels. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec j'espère la même déontologie en matière de fond, mais en s'inspirant davantage en matière de forme de ce qui se fait sur le numérique et de ce qui cartonne, les Squeezie, Amixem juste avant et autres. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre un journalisme de service pour les francophones qui nous regardent, mis en forme avec la grammaire hyper générationnelle qui est la nôtre. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas journaliste,
Ouais. mais tu parles de journalisme, parce que tu t'imposes cette rigueur journalistique, pour des raisons, on va dire, de publicité, tu ne peux pas être vraiment journaliste, tu ne peux pas avoir ta carte de presse, mais ça ne va pas parasiter le message que tu veux donner. Non, pas du tout. En fait, honnêtement, très honnêtement, l'étiquette m'importe assez peu. Moi, ce qui m'importe, c'est la mission et c'est le regard avec lequel nous regarde l'audience. L'audience, aujourd'hui, et les derniers rapports Reuters le montrent, qui sont des rapports, pour expliquer à l'audience qui nous écoute, hyper suivis par tout le monde de la presse, des médias, qui donnent un peu le pouls de la société. Aujourd'hui, les jeunes s'informent à plus de 90% à travers un média en ligne ou un créateur de contenu d'information. Et donc, ça, c'est une responsabilité de dingue. Les gens viennent factuellement sur notre chaîne pour s'informer. Est-ce qu'on est journaliste? Est-ce qu'on ne l'est pas? Moi, je dis que je suis producteur de contenu et créateur. Voilà. J'incarne ces contenus, je les produis et je travaille avec des journalistes qui, eux, ont eu la carte de presse, ou ont encore la carte de presse de par leur profession récente. Et le but, c'est de pouvoir produire le contenu le plus sérieux et factuel possible. C'est vrai ce qu'on dit, au départ de ta carrière, on disait ouais, youtubeur c'est pas un job, voilà, il va falloir que tu songes à travailler quand même. Bah, disons que oui, c'est vrai que c'était inenvisageable au possible. Je me souviens même, j'ai une anecdote, j'étais en 3e, donc ça fait 15 ans déjà que j'ai terminé le collège, et il y avait des... Tu commences à être un vieux, hein, voilà, bah tu vois, ça va vite. Hein. Et il y avait ces fameuses feuilles d'orientation, il fallait écrire ce qu'on voulait faire. Alors j'avais écrit youtubeur, puis en fait mes parents avaient dit mais c'est un métier, et ils avaient raison, c'était pas vraiment un métier. On avait mis informaticien. Ça n'avait rien à voir, j'étais très mauvais en sciences, mais on s'était dit... Ouais, ça ressemble un peu, quoi. Tu vois. C'est ça, c'est dingue. Aujourd'hui, donc, tu as ta communauté. On parle de YouTube. Est-ce que YouTube est le meilleur écrin de ce que tu peux apporter? Est-ce que tu peux préciser la question? Est-ce que aujourd'hui tu t'exprimes sur YouTube? Ouais. Est-ce que tu as envie d'aller sur d'autres médias? Est-ce que par exemple ça te dirait d'avoir une émission sur BFM TV, sur BFM Business? Moi je veux pas opposer les modes de médias. YouTube effectivement moi m'a fait naître, donc j'adore cette plateforme pour déjà la raison que c'est la plateforme dominante aujourd'hui sur l'écosystème en France, sur du contenu de 20, 25 minutes, 50 minutes, 1 heure, et en fait moi c'est vraiment la forme de contenu. Oui, ça te correspond et ça te suffit finalement. Si je faisais du très court, je dirais peut-être pas la même chose. Si je faisais du très long, peut-être je dirais pas la même chose. Si je faisais de l'audio, je dirais peut-être plutôt en podcast. Il se trouve que moi, je fais de la vidéo. Et si YouTube aujourd'hui est pluriel dans sa manière de diffuser, moi, c'est vraiment ce créneau-là qui m'intéresse. J'ai travaillé pour France Inter. On dialogue aujourd'hui avec des diffuseurs traditionnels que sont des chaînes de télévision, etc. Mais mon but à moi, en tant que créateur de contenu, c'est pas de passer en linéaire. De toute façon, ça n'intéresserait pas tellement le public cible du linéaire d'avoir une émission de Gaspard G, de Amixem ou de Squeezie sur la télévision, je crois. Oui, on se rend compte que c'est pas les mêmes audiences. C'est pas les mêmes audiences, c'est tant mieux. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les usages médiatiques. On est en mai 2024 et tu rencontres Emmanuel Macron. Oui, exact. Durant un voyage, en fait, et tu as la chance de pouvoir l'approcher et de l'interroger. Raconte-nous comment ça s'est passé. J'aime bien que tu dises l'approcher, parce qu'on dirait un félin, tu sais, un espèce de... Non, mais c'est vrai que le président de la République, c'est compliqué quand même. C'est vrai. En fait, on me propose... un félin. Au moment de... Je lui ai jeté quelques croquettes. Voilà, ça lui plaira peut-être. Non, écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette crise en Nouvelle-Calédonie qu'il faut couvrir. Tous les avions sont arrêtés et on ne peut plus aller à Nouméa qu'à travers ce vol-là, qui était le vol présidentiel. Macron faisait une visite là-bas et il amène avec lui 11 journalistes, dont je fais partie. Alors tu vois, moi j'ai du mal à dire que je suis journaliste, mais bon, pour l'Élysée, j'en faisais partie. Et on est 2 journalistes, une journaliste du Parisien et ma caméra, qui avons eu droit à une interview du président de la République. Et on a eu des propos exclusifs. Et c'est dingue de voir des propos dits sur YouTube qui sont ensuite repris dans les médias traditionnels. On voit qu'il y a une force culturelle. Et pendant longtemps, on a dit « Ah, les YouTubeurs, etc., c'est de la culture d'ados, c'est de la culture de jeunes. » Non, aujourd'hui, même des interviews de premier plan, un chef d'État ici, Emmanuel Macron, ça peut être fait par des personnalités comme la tienne, finalement. Exact.
Merci d'être passé par le plateau de Tech & Avec Co. grand plaisir. Voilà, Gaspard G sur YouTube, allez-y, 1,5 million d'abonnés à découvrir. Merci. Et tout de suite, on va poursuivre avec deux YouTubeurs tech que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Jojol et de JB de The E-Collection qui nous rejoignent tout de suite sur ce plateau. Tech & Co, la quotidienne, les invités. JB de The E-Collection est là. Salut JB. Salut François. Jean-Baptiste Nicolet de son vrai nom, que vous connaissez peut-être si vous êtes un fidèle de Tech & Co. Tu viens nous voir de temps en temps pour commenter notamment l'actualité Apple. Et on est très heureux aussi d'accueillir Johan Lelièvre. Salut Johan. Bonjour François, très content d'être là. Merci Dis pour Jojol. l'invitation. Salut, ça va? Ouais, très très bien. Voilà, 2 youtubeurs dans, on va dire, une thématique différente, dans une thématique commune qui est la tech, mais vous êtes totalement différents en fait. Vous faites des choses complètement différentes. Vous testez des téléphones, mais vous avez votre propre personnalité, votre propre regard, votre production aussi, parce que c'est important dans YouTube. On se rend compte que la production des vidéos, la manière dont c'est monté, etc., diffère d'un youtubeur à un autre. C'est ça qui est intéressant. Et comme on a un petit quart d'heure à passer ensemble, j'avais envie que vous nous racontiez votre histoire à tous les deux. On va peut-être commencer par Jojol. Avec grand plaisir. Alors, lyonnais. Actuellement, en effet, ça fait depuis 5 ans que je vis à Lyon, mais sinon de base, je suis alsacien, strasbourgeois. Waouh. Et c'est là-bas que tu as commencé. Voilà, j'ai commencé dans ma chambre il y a 16 ans. Ouais, le temps passe super vite. Rappelle-nous ton âge. Je vais avoir dans 2 jours 33 ans. 33, d'accord. Ok, donc tu avais quoi, 17 ans? Voilà, c'est ça. Donc pratiquement la moitié de ma vie sur YouTube. C'est fou, hein? C'est dingue. Ouais. Comment t'as commencé? Comment ça t'est venu? C'est quoi? C'était un accident? T'as pris une caméra, t'es dit allez, je vais faire un truc. C'était déjà structuré? Comment s'est déroulée ta première vidéo? Alors en fait, ma toute première vidéo sur YouTube n'avait rien à voir avec la tech, puisque j'étais en train de faire du Rubik's Cube. Voilà. C'est dingue. Et ma deuxième vidéo... Parce que t'étais bon au Rubik's Cube? En fait, il y avait une petite compétition au lycée, et je sais pas pourquoi, il y a un moment, je voulais me filmer en train de partager mon record. Et puis c'est tout. Et après ma deuxième vidéo, j'aimais bien la magie. C'était un petit tour de cartes de magie. Ok. Et la vidéo sur YouTube en rapport avec la tech, c'était la deuxième ou la troisième, où là j'avais, alors ça c'était un iPod Touch, soit un iPhone, où je présentais un logiciel. Tout simplement. En fait, avant que je fasse des vidéos dans le domaine tech, j'étais blogueur sur un site internet où je rédigeais des articles, toujours à côté de mes études. Et il y a un moment, il y a eu le déclic, pourquoi pas transformer... Écrire, c'est bien, mais voilà. Allez... de transformer ces articles en articles vivants en faisant des vidéos. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube, tout simplement. Et le succès est arrivé. Est-ce que tu as galéré? Je poserai la question aussi à JB tout à l'heure. Est-ce que le succès vient comme ça, ou est-ce que tu galères? Est-ce que tu as des moments où tu es découragé en disant non, j'arrive pas, ça décolle pas, ça marche pas? Alors en fait, le mot galérer, je l'ai jamais eu en me lançant sur YouTube, parce que en aucun cas je me suis dit ça va marcher. Je me suis lancé juste pour partager ma passion, mes délires, et puis c'est tout. Oui, tu n'avais pas un calcul derrière de te dire... du tout. À aucun moment tu t'es dit je vais en faire mon job. C'était ma passion à côté de mes études, tu vois. J'ai jamais arrêté ce que je faisais à côté, et surtout qu'il n'y avait même pas la monétisation. Genre la monétisation elle est arrivée 2 ans, 3 ans plus tard. Donc c'est à te dire. Donc c'est vrai que c'était vraiment en mode je me lance, pur plaisir, mon temps libre, et il n'y avait pas d'histoire j'ai la possibilité de gagner ma vie là-dessus. En aucun cas, j'allais m'imaginer un jour pouvoir vivre en faisant des vidéos sur YouTube. Moi, je faisais mes études et je faisais ça à côté, c'est tout. Et le déclic est arrivé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai eu une évolution qui est restée assez... régulière, et c'est vrai qu'il y a eu un gros boom, c'est avec la période de l'iPhone 7, où là... L'iPhone 7? Ouais, l'iPhone 7, c'était vraiment un gros moment. On en a acheté 7, non? Hein? T'en avais acheté 7? Non, c'était pas à cette époque, mais à chaque fois que je sortais une vidéo sur l'iPhone 7, elle faisait en même pas 24 heures 1 million de vues, ce qui était assez impressionnant. Et là, quand tu voyais ça et que d'un coup tu te lèves le matin et que tu vois que sur ton compteur, t'as 1 million de vues... C'est choquant. C'est choquant parce qu'en fait, ce qui suivait aussi, c'était les abonnés. Parce que, pour te donner une idée, en un week-end, il y avait 65 000 personnes qui s'étaient abonnées sur la chaîne YouTube. J'étais la 2e chaîne YouTube au monde à avoir autant d'abonnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu arrives aujourd'hui, avec le recul, à comprendre
pourquoi cette vidéo sur l'iPhone 7 a explosé. Des vidéos sur l'iPhone 7, il y en avait plein, en fait. Je pense que c'est vrai que je faisais aussi partie des tout premiers à avoir lancé des vidéos sur l'iPhone 7. Peut-être que ça a aussi aidé. Il y avait aussi peut-être une plus grosse hype avec la sortie de cet iPhone. C'est vrai que je me pose la question, JB, toi, sur la période de l'iPhone 7, c'était quoi ton... Non, je crois vraiment que ça avait fait. J'ai acheté 7 iPhone 7 et ça avait cartonné. Mais en fait, il y avait ça, mais toutes et les d'autres autres vidéos qui arrivaient derrière, mais cette vidéo en particulier, je me souviens qu'elle avait buzzé parce que les gens se disaient 7 iPhone 7, mais pourquoi 7 ? Et là, ça avait lancé la mode. C'est vrai que peut-être qu'il y a eu aussi ce gros boom qui a bien aidé. Oui, parce que tu racontais une petite histoire différente, en fait. C'était pas que le test. Tu avais acheté 7 iPhone 7 et puis, voilà. Je présentais toutes les couleurs. On essayait de comprendre pourquoi tu en avais acheté. Je présentais toutes les couleurs parce que, comme tu le sais, il n'y avait pas à cette époque-là plein d'Apple Store. Il y avait beaucoup de personnes qui hésitaient à acheter telle ou telle couleur. Et donc, du coup, voilà, je les montrais tous et tu pouvais faire ton choix comme ça, quoi. Et après, ça permettait aussi d'avoir un titre aguicheur, on va pas se mentir. Exactement. le titre, c'est important sur YouTube. Très important. Qu'est-ce qui est important ? Quelles sont les recettes d'une vidéo qui va cartonner ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de te dire ça parce que l'algorithme de YouTube change chaque année. Et avec mon équipe, on se casse la tête à chaque fois à essayer de comprendre qu'est-ce qui est le mieux à faire pour que notre vidéo puisse être le plus optimale possible. Donc, avant, dans le passé, c'était titre miniature, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais maintenant il faut aussi optimiser au mieux le montage de la vidéo, réfléchir aussi à quelques petits éléments qui va tenter les viewers à regarder la totalité de la vidéo et ce taux de visionnage qui est maintenant hyper important pour YouTube. Donc je peux pas te dire... le taux de visionnage, c'est la durée d'écoute en fait. Là. Sur le temps de la vidéo. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est super important. Cela dit, c'est un algo, enfin, c'est logique. Oui, plus on reste longtemps sur une vidéo, plus ça veut dire qu'elle nous plaît, et donc il faut récompenser le YouTuber à ce moment-là. Carrément, carrément. Et après, s'ajoutent aussi d'autres éléments où l'algorithme de YouTube, déjà avant que ta vidéo soit partagée, va l'analyser et va déjà voir si potentiellement ça va intéresser ta communauté et même voir si ça pourrait intéresser une nouvelle communauté. Donc déjà avant tout ça, il y a une grosse analyse. Donc chaque année, ça change tout le temps et l'objectif c'est de s'adapter au mieux sur l'algo et c'est pas forcément le plus simple. Est-ce que c'est pas est-ce que vous ne sentez pas un peu esclave de cet algorithme en fait qui vous tient finalement ? Parce que si demain l'algo change, ça peut vous nuire finalement, non ? Carrément, on peut sortir une vidéo qui nous a pris énormément de temps, qui nous a coûté de l'argent et le terme qu'on utilise, c'est souvent c'est la vidéo à la bidée. Et ça, tu le sais très vite ? Et ça, tu le sais assez rapidement. Là, pour te donner une idée, là, dernièrement, on a sorti une vidéo où c'était un petit peu un test. Tu vois, j'étais parti à Dubaï tester plusieurs records du monde en faisant un test d'une montre connectée. C'est quelque chose d'un petit peu différent qu'on avait l'habitude de faire. La vidéo en soi, elle est très bien, le taux de visionnage il est très bien, mais on voit que le nombre d'impressions, donc ça veut dire le partage de YouTube est beaucoup plus faible que la moyenne, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau qu'on a testé sur la chaîne YouTube, et donc du coup, en effet, par rapport à d'autres vidéos que je fais, elle a moins bien marché. Aujourd'hui, la Jojol Company, ça représente quoi ? Alors aujourd'hui, on est basé sur Lyon. Ça fait 5 ans qu'on a nos locaux. On a un grand entrepôt de 600 mètres carrés. Donc tu as investi ? Voilà, j'ai acheté ces locaux, j'ai investi de l'argent sur la réalisation des différents travaux, tout ce qui touche aussi au matériel. Et bien entendu, tu t'en doutes, cet espace-là, il faut aussi avoir une équipe. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est... alors, ça bouge. Hein. Il y a une période, on était 8. Là, actuellement, on est 3 personnes avec moi. Et après, tu prends des freelances. Il y a aussi des freelances en plus. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Jérémy, Reda et à Valentin. Et on travaille ensemble pour pouvoir faire des vidéos qui vont faire plaisir à la communauté. JB. Oui. Allez, même exercice, raconte-nous. Comment tout a commencé En vrai, c'est un peu la même chose que Johan. Hein, parce qu'on a commencé à 1 ou 2 ans près d'écart, sauf qu'on a commencé de la même façon. C'est un petit peu plus jeune que lui. Tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Tout petit peu. Là, je vais sur mes 29, je crois. Ah ouais, quand même. 33, 29. C'est ça. Hein. Mais non, on a commencé à une période en fait où YouTube, c'était rien. Ça correspondait à rien.
les gens regardaient YouTube mais sans trop savoir ce que c'était. Et nous, on a posté des vidéos comme ça parce que on se disait pourquoi pas. On avait des mentors qui nous donnaient envie. François Sorel, par exemple, je sais pas. C'est vrai que la chaîne techno, je regardais. Qui en était un, justement, dans les années. C'est vrai que nous, avec mon camarade Jérôme comme moi, on avait créé une petite chaîne à l'époque, la chaîne techno. C'était au tout début, c'était en 2007, je crois. Donc 2007, vous vous rendez compte ? Le temps il y a 18 ans. Vite, Et nous, en tout cas, moi, je commençais à regarder ces vidéos et je me disais, mais c'est trop stylé. Je veux faire comme eux. Bah ouais, il teste des produits high-tech, il les teste en vidéo, il les montre, c'est trop cool. Je veux faire pareil. Bon, j'ai essayé et finalement, ça a marché. Voilà, parce que j'y ai cru, entre guillemets, je m'y suis lancé. Et toi, tu t'es lancé. On voit que, t'as vu, Jojo, au début, c'était du Rubik's Cube, c'était des trucs qui n'avaient rien à voir avec la tech. Ouais, mes 3-4 premières vidéos, c'était sur des objets dérivés Harry Potter, parce que c'était la période, c'est vrai. Au début, c'était en 2011, c'était la sortie du dernier film au cinéma. Ouais. Donc ça avait fait ça. Mais au fond de moi, je voulais faire de la tech. Donc en fait, 3 vidéos après, je me suis dit, c'est quand même mieux de faire de la tech. Il y a plus de viabilité de faire de la tech que de tester des baguettes. Donc du coup, je suis resté sur de la tech, et parce que c'est ma passion de base aussi. Donc voilà, et j'en suis jamais sorti de cette tech-là. Et aujourd'hui, je teste tout ce qui sort à droite à gauche. Le moment iPhone 7 de Jojol, toi, ce moment, tu l'as vécu quand ? Tu l'as vécu de la même manière ou pas ? Non. Parce que la preuve en est, c'est que moi, je viens de fêter le 1 million d'abonnés là tout récemment. Ouais. Johan, il a fêté 1 million d'abonnés, c'était il y a quoi, 5, 6, 7, 8 ans, j'en sais rien. Aujourd'hui, tu es à 2,7 millions, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est dingue. Ouais, non, on a grandi complètement différemment sur le nombre d'abonnés, parce qu'on fait pas exactement la même chose sur YouTube, et c'est ça qui est chouette, c'est que, comme tu disais, le fond est la même, c'est on teste des produits high-tech, mais la forme est complètement différente. Et du coup, moi, ça a pris beaucoup plus de temps. J'ai pas eu mon moment iPhone 7. J'ai eu certains petits moments ou petites opportunités qui ont fait que ça a pris, ou voilà, ça a grossi, mais j'ai pas eu un buzz comme lui à prendre 65 000 abonnés en un week-end. Non. Donc toi, ça a été plus, on va dire, plus progressif. Hyper long, hyper progressif, mais c'est pas si mal non plus, parce que ça me permettait de savoir sur quoi j'allais aller, parce que j'avais un exemple, entre guillemets, c'était Johan qui, lui, il était déjà à 200 000 abonnés, moi j'étais à 50 000, donc je savais qu'à 200 000, il se passerait ça, etc. etc. Bon, là, 2,7 millions, rendez-vous, je sais pas dans combien de temps pour moi, mais voilà. On sait jamais. Hein. Oui, j'espère pour toi. Mais évidemment. Aujourd'hui, la JB de The E-Collection Company, ça représente quoi en fait ? Alors, ça représente moi, de base, parce que c'est moi toujours qui monte mes vidéos, qui fait mes vidéos dans mon petit coin, dans mon petit studio. Mais avec l'avènement des contenus courts, avec les TikTok, Instagram Shorts, enfin les YouTube Reels, Instagram Reels, YouTube Short, Instagram Reels, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de noms. Ça fait encore plus de contenu pour une seule et même personne qui de base en faisait déjà beaucoup. Donc j'ai dû un peu déléguer tout ça. Donc j'ai essayé de créer une petite équipe entre guillemets. Toi tu as dit des coucous à ton équipe, je vais dire des coucous à Guillaume et à Aloïs, qui justement eux sont là un peu pour monter ces vidéos courtes, parce que tout seul ce serait pas possible. Donc voilà, j'ai commencé à créer une petite équipe. Commencer vraiment sur les contenus courts. Par contre, YouTube, c'est toujours moi tout seul. Le matin, je me lève, j'allume ma caméra, je fais ma vidéo, je la monte et je la poste. Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent quand on est youtubeur ? C'est une question tabou ou pas, finalement, ça, pour vous ? Je dirais pas que c'est tabou. On va dire que si tu te lances aujourd'hui sur YouTube, ça sera, en effet, j'estime, plus facile de gagner de l'argent qu'avant. Parce qu'avant, il n'y avait rien du tout. Donc, tu peux que gagner quelque chose. On va dire que oui, ça, selon les chaînes YouTube, selon les thématiques, ça peut représenter en effet certaines sommes. Et après, moi, j'estime en tout cas que ce qui est important, c'est de le réinvestir sur ce qui nous passionne. Et voilà, moi, j'ai été le premier à vouloir faire les démarches, à acheter un local, à vouloir un espace pour pouvoir faire de meilleures vidéos, de pouvoir faire une vision entrepreneuriale. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais faire mon petit studio de prod, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, on paye aussi des prestataires, on paye aussi nos salariés. D'accord. Et donc, du coup, tout ça, on a besoin d'argent. Et en effet, si on veut parler business, une chaîne YouTube, en tout cas, par exemple, dans notre domaine, on a l'opportunité aussi de faire assez facilement des intégrations ou faire des placements de produits qui nous aident justement à développer tout ce qui est autour de la chaîne, c'est-à-dire l'équipe, c'est-à-dire si on veut partir en voyage pour faire des vidéos encore plus sympas, on peut le faire. Oui. Et c'est surtout ça qui est important. Mais alors, justement, tu parlais de vidéos qui est sponsorisée parce que c'est ton job et en fait c'est votre modèle économique, à vous deux. C'est pas compliqué de parler de produits dont on sait que la marque vous paye pour en parler. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de masquer les défauts, de pas pouvoir dire certains trucs parce que vous pouvez pas aussi, vous n'avez pas la liberté de dire ce que vous voulez, ou est-ce que malgré tout vous arrivez à imposer votre patte ? Moi, je pars du principe que
quand on dit d'un produit qu'il a des points négatifs et que tant que c'est fondé derrière et que c'est vérifié, ça ne peut qu'être utile à l'utilisateur, au futur acheteur et à la marque. De dire qu'un produit est nul ou qu'il marche pas ou que c'est pas bien, mais que derrière il n'y a rien qui est fondé, ça aide pas et ça intéresse pas. Et la plupart du temps, quand dans des vidéos sponsorisées, on va dire qu'il y a tel point négatif, mais que derrière on explique le pourquoi du comment, la marque va dire oui, on va pas te dire de pas le dire parce que du coup c'est vrai. Et l'autre gens se dit ok, en fait on n'avait peut-être pas pensé à ça, donc bah oui, c'est intéressant de savoir tout ça. Bien sûr qu'on ne va pas dire qu'un produit n'est pas bien, on ne va pas être payé pour dire qu'un produit n'est pas bien, c'est pas possible, autant pas le faire. Et du coup, je pense qu'on ne le fait pas. Enfin, moi, de mon côté, je le fais pas. Je sais pas toi. Oui, en fait, on a l'opportunité, quand on fait des collaborations, de le faire aussi avec des grosses marques. Donc, du coup, déjà, on est sur des produits qui ont un certain standing, qui sont quand même, on va pas se mentir. Oui, qui ont une réputation et une qualité. Voilà, c'est ça. Et après. Ouais, mais si par exemple, il y a un petit constructeur chinois d'un truc exotique. Moi, c'est très rare que j'accepte. Ok, donc vous refusez parfois des. Ah oui, énormément. Des trucs comme ça. On a l'opportunité d'être en effet spammé de demandes et on a le luxe de faire le choix de pouvoir et de dire refuser. Non. Et je pense que c'est là la force de nos chaînes YouTube et aussi d'autres confrères, c'est le fait que et après c'est aussi un échange avec les marques avec qui on bosse, qui savent que pour nous l'objectivité elle est importante. Et puis surtout, il y a votre audience qui vous attend. Voilà, c'est ça. Si c'est pour cacher quelque chose. Si vous trahissez un petit peu cette audience-là. Tu vas pas rester dans la durée. Bah oui, c'est ça. Lui, ça fait 17 ans, moi 14 ans. Je pense que si vraiment on disait des bêtises dans nos vidéos et que finalement on vantait les mérites d'un produit et qu'il n'était pas bien, l'audience ne serait plus là derrière pour nous suivre. Et les marques non plus. C'est ça. Donc il faut dire les points positifs comme les points négatifs. Et souvent, les points négatifs sont des points à améliorer. Voilà. Vous êtes YouTuber Tech, vous le serez jusqu'à quand en fait ? Est-ce que vous imaginez ? C'est une bonne question. Oh là là. Vous la posez cette question ou pas ? Ça m'est déjà arrivé, mais en fait, moi, de mon côté, c'est tant que je kiffe ce que je fais, let's go. Et c'est vrai qu'on a l'opportunité, et je pense comme toi, François, c'est qu'on est dans une thématique où il y a toujours des choses qui bougent. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a toujours des choses qui nous fascinent. Là, j'ai reçu... Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai reçu un produit en exclusivité qui va sortir sur le mois de décembre ou janvier. Là, voilà, on attend la confirmation. Mais j'ai eu une grosse claque. Ça ressemble à quoi ? C'est quoi, dire ce que c'est ? C'est un introduit là. C'est un truc qui vole. Voilà, j'en dis pas plus. Oh, un truc qui vole. Et un drone. J'ai eu une grosse méga claque et je me suis dit, waouh, ça fait vraiment plaisir. Et j'avais l'impression d'être un vrai gamin. Donc la passion, la petite flamme, la petite étincelle est toujours là. C'est ça. JB ? C'est toi, tu en es exemple type. Ça fait 20 ans, peut-être 30 ans que tu es dans le métier. Oui. Je sais pas si je te rajeunis en te disant ça, mais en tout cas, c'est pas grave. Tu l'as fait depuis des années et tu y es toujours aujourd'hui parce que je pense que ce qui t'anime, c'est la passion à la fois du métier, d'animateur, de chroniqueur, de consultant, de ce que tu veux, mais aussi la passion de la tech derrière qui t'anime. Et comme ça fait que grandir et que c'est un domaine qui va jamais s'arrêter, je pense que l'un des seuls aujourd'hui qui chaque année se remet en question et qui essaie de faire des choses nouvelles, et aujourd'hui tout ce qui est à la mode ne le sera pas demain, c'est hyper intéressant. De voir l'évolution. Toi, tu as connu le Minitel, tu as connu avant Internet. Ouais, on n'a pas connu énorme, ça. C'est incroyable. C'est ça qui est cool. Ça suffit parce que je ne vais pas vous dire au revoir, c'est terminé. Là, ça continue. Merci à tous les deux, c'était cool. Un grand merci François et merci à ton équipe aussi. Voilà, et merci de nous raconter un petit peu votre histoire. Je pense que ça peut intéresser tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et ça peut même susciter des vocations. Et c'est ça pour nous. Mais voilà, mais la boucle est bouclée, il faut continuer. Et vous suscitez sans doute aussi des vocations auprès de vos jeunes auditeurs et spectateurs. Merci Jojol. Merci François. Voilà, suivez la chaîne YouTube de Jojol et suivez aussi celle de JB de The E-Collection, forcément. Merci à tous les deux. Ce Tech & Co est terminé. Très belle soirée. Le replay de cette émission spéciale YouTube vous attend dans quelques minutes. Demain, c'est Fred Simotel qui sera aux commandes de Tech & Co et j'aurai le plaisir de vous retrouver évidemment la semaine prochaine. Portez-vous bien. Belle soirée à vous tous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.